Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous à cette émission. Pendant 1 heure, nous allons survoler une actualité politique. Mais une actualité qui se résume tout simplement à des faits réels. Et ici, nous parlons de l'actualité vraie. Je suis Constieka. Dans cette heure d'émission condensée, nous allons parler de l'Afrique du Sud. Vous verrez les atouts de ce pays. Nous allons aller au Bénin, où il y a eu une série de rencontres entre les diplomates et le chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon. Nous irons au Cameroun voir comment ce pays se comporte. On reviendra en Côte d'Ivoire, on ira faire un tour au Congo, en RDC aussi, le pays du président Tshisekedi. On ira du côté du Burkina Faso, au Tchad. Et bien sûr, rien de plus normal de faire un crochet du côté du Gabon, où s'est passé quelque chose d'exceptionnel, à savoir un référendum. Pour l'instant, vous êtes sur votre petit écran et vous avez fait le très très bon choix. Commençons cette émission déjà par la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'examen du projet du budget de l'État de Côte d'Ivoire s'est déroulé à la grande satisfaction des votants et c'est sur 4 jours. Reportage Ousmane Coulibaly, Lévité Divonan, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. En 2025, le budget de l'État de Côte d'Ivoire est estimé à 15 339 milliards de francs CFA. Monsieur Adama Coulibaly, ministre des Finances et du budget de la Côte d'Ivoire, a fait une présentation auprès des députés. Le budget de l'année 2025 s'équilibre en ressources et en charges à 15 339,2 milliards de francs CFA. Il s'accroît d'un taux de 11,8% par rapport au budget voté en 2024. À la suite de la présentation du montant total du budget de l'État, chaque membre du gouvernement présentera le budget initial de son ministère. Nous avons basculé d'un mode de budget de moyens au mode budget programme aujourd'hui. Donc tous les ministres sont obligés de venir défendre les programmes devant la commission des affaires économiques et financières. Monsieur Léon Kakou Adom, ministre ivoirien des Affaires étrangères, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, est le premier membre du gouvernement à être soumis à cet exercice. Il reçoit l'approbation des députés pour un montant de 146,936 milliards de francs CFA, ainsi que plus de 4,775 milliards de francs CFA pour le ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. C'était des discussions fraternelles, faites de compréhension mutuelle. Fin de compte, notre budget a heureusement été approuvé à 100% des votants, à l'unanimité des votants. Je voudrais m'en réjouir au nom du gouvernement et remercier les honorables députés. La révision du budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2025 a débuté le lundi 18 novembre 2024 avec le passage des différents membres du gouvernement devant la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Elle se déroulera dans une période de 4 jours. Après la Côte d'Ivoire et cet examen sur les projets du budget de l'État de Côte d'Ivoire, nous allons au Cameroun, le pays dirigé par le président Paul Biya qui, du haut de ses 91 ans, tient son pays à merveille. Au Cameroun, la rencontre administrative et technique pour le maintien de la paix dans la région du littoral, avec pour point de mire la capitale économique Douala. Reportage Stéphane Négou, Gérard-Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Eric Bikek, Charlotte Abdoulaye. La salle des actes de la commune d'arrondissement de la mairie de Douala 3e a servi de cadre le 14 novembre 2024 à une rencontre de coordination administrative et technique pour le maintien de la paix et l'ordre dans le département du Vouri. Cette rencontre a été présidée par M. Cyriaque Marie Bogo, préfet du Vouri, ceci en présence de l'ensemble des sous-préfets, des autorités communales, judiciaires ainsi que des forces vives du département. Le choix que vous portez sur la commune d'arrondissement de Douala 3e pour accueillir cette rencontre de haut niveau démontre l'intérêt que vous nous accordez et l'estime que vous portez aux efforts de développement au niveau local. Ceci
au moment où l'ensemble des communes d'arrondissement du Vouri font face aux coupes sommaires et arbitraires opérées dans leur dotation générale de fonctionnement, au moment où ces communes voient de plus en plus rarement les versements des centimes additionnels communaux et surtout des appréhensions suscitées par le projet de loi portant fiscalité locale. Cette rencontre était l'occasion pour les autorités administratives du département du Vouri de marquer un temps d'arrêt afin d'évaluer les réalisations des missions à eux confiées par la hiérarchie, ceci dans un souci de cohérence et de discipline afin d'être en plus proche des usagers et mieux les servir. Au cours de ces 2 jours d'échange et de collaboration, plusieurs défis ont été identifiés. De la problématique des recouvrements des impôts et taxes au profit des collectivités territoriales décentralisées, en passant par l'aspect sécuritaire qui prend de l'ampleur dans la ville de Douala. À ce sujet, une lutte est ouverte contre la consommation des drogues, des substances psychotropes et hallucinogènes en milieu jeune. L'application des populations dans les opérations de maintien à l'ordre public, la sécurisation des personnes et leurs biens s'impose à elle-même dans cette vision des autorités. Les magistrats municipaux ont été félicités pour leur gestion harmonieuse et innovante des cités. La journée suivante de cette rencontre sera dédiée au comité de coordination opérationnelle, CCO. Nous sommes là dans l'exercice de nos missions de coordination des activités de services publics de l'État installées dans notre circonscription. Il était donc important qu'au terme du 3e trimestre, nous puissions marquer un temps d'arrêt pour nous assurer de ce que le travail qui est fait par nos différents collaborateurs cadres avec les différentes feuilles de route imparties à leurs différents départements ministériels et opérationnalisées in concreto au niveau des concentrés, en l'occurrence dans le département du Vouri. Après le Cameroun, nous allons faire un tour dans le pays dirigé par son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. Et son pays à lui, c'est le Tchad, la République tchadienne. La présidence de la République tchadienne a accueilli une délégation de haut niveau en provenance du Nigeria. Et cette délégation a été reçue par son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. Reportage Séverin Tchatchoua, Gérard Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Le président de la République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu en audience une forte délégation nigériane conduite par le conseiller à la sécurité nationale, M. Malam Niou Ribadou. Accompagné du chef d'état-major, général des armées du Nigeria, le général Christopher Moussa et de plusieurs hauts responsables sécuritaires, l'émissaire a remis un message écrit du président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Bola Ahmed Tinubu, à son illustre destinataire. Le Tchad, pour le Nigeria, est un pays frère et surtout un pilier stratégique dans la région. Ce que traverse l'un est forcément partagé par l'autre. Des liens intrinsèques qui se sont cultivés et entretenus avec soin par les dirigeants des 2 pays. Le président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Bola Ahmed Tinubu, a dépêché une forte délégation auprès de son homologue tchadien, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. Dans ce message, le chef de l'État nigérian a exprimé ses condoléances et réaffirmé son ferme soutien au président de la République et au peuple tchadien suite à l'attaque terroriste dans l'île de Barkaram qui a coûté la vie à plusieurs soldats tchadiens. Un geste symbolique et fraternel apprécié par le chef de l'État qui a échangé avec ses hôtes sur nombre de questions dans le cadre de la coopération bilatérale. L'escalade des menaces sécuritaires dans le bassin du lac Tchad, sujet majeur des échanges, a permis de faire un tour complet de la coopération sécuritaire. Les discussions ont été très fructueuses, à en croire le conseiller à la sécurité nationale, M. Malam Niou Ribadou, qui a laissé entendre que son pays est prêt à travailler plus fortement avec le Tchad. Une visite de condoléances ici au Tchad. Le Tchad et le Nigeria, c'est la même chose. Et c'est le même peuple. Le Tchad a perdu des soldats. Donc, on va travailler ensemble pour vaincre les ennemis de notre pays, le Nigeria et le Tchad, ensemble. C'est le message. Le président du Nigeria, son Excellence Ahmed Bola Tinubu, nous a envoyé de délivrer ici au Tchad. Malgré la difficulté du moment, des signes d'ouverture ont émergé. Dans les jours à venir, la force mixte aura un nouveau visage avec pour but d'exterminer l'ennemi commun, a indiqué le conseiller à la sécurité nationale à l'issue de l'audience.
Il a été appuyé par le général Christopher Moussa, chef d'état-major, général des armées du Nigeria, qui a fait savoir que l'interopérabilité entre les deux armées sera renforcée par une mutualisation sans précédent des efforts pour traquer les groupes terroristes dans leur cachets. Point d'appui stratégique pour le géant ouest-africain dans la lutte contre les groupes djihadistes opérant dans le bassin du lac Tchad. Le Nigeria veut signifier au Tchad qu'il n'est pas seul et qu'il compte beaucoup dans la stabilité sous-régionale. Ainsi, cette audience vient confirmer que les destins sont liés entre Abuja et N'Djamena et que les enjeux sont identiques. La fraternité forgée par des expériences, des défis et des ambitions partagées promet d'ouvrir un nouveau chapitre des relations bilatérales avec la promesse d'un engagement plus clair dans les initiatives multilatérales et pour la coopération bilatérale. Après le Tchad, nous restons toujours en Afrique centrale et nous allons dans l'un des pays les plus peuplés d'Afrique centrale, à savoir le pays dirigé par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, la RDC. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a été accueilli à Lubumbashi par toute la notabilité locale et dans un bain de foule historique. À cette visite très fraternelle du président Félix-Antoine Tshisekedi, du côté de Lubumbashi, le président a tenu des propos d'un patriotisme inégalé. Reportage Gérard Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. La ville de Lubumbashi a connu un week-end exceptionnel avec une effervescence palpable sur les grandes artères de la ville qui mènent à l'aéroport international de Louanou. Dans les prochaines minutes, l'avion transportant à son bord le chef de l'État congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi et la Première Dame, atterrit à Lubumbashi. Pour l'accueillir au bas de l'échelle, le coupé, les membres du gouvernement, les membres du cabinet du chef de l'État, les forces vives ainsi que toute la notabilité locale avec à sa tête le gouverneur de province. À la sortie de l'aéroport de Louanou, le couple présidentiel s'est offert un bain de foule. Cette procession s'est poursuivie jusqu'à la place de la Poste où il y avait une foule importante. C'est dans ce lieu que le premier citoyen congolais s'est adressé aux populations de Lubumbashi. Le chef de l'État congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a d'abord exprimé sa gratitude envers la population pour l'accueil chaleureux qu'elle lui a réservé, puis a présenté ses 6 principaux engagements qui constituent le contrat qu'il a signé avec le peuple congolais. Au milieu de son meeting, il est interrompu par la population favorable à une révision ou changement de la Constitution, lui demandant d'abandonner cette question. Sans hésitation et avec une attitude ferme, le président congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a déclaré que personne ne verra son point de vue changer sur cette question et a mis en garde tous ceux qui souhaitent manipuler les populations. Il y a des pièges dans cette constitution et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça ? En guise de conclusion, le président du Congo a précisé l'objectif de sa visite d'inspection dans le Haut-Katanga. Pas besoin de se compliquer la vie. Nous allons traverser la RDC pour le Congo-Brazzaville en empruntant le bac. Et en regardant comme ça les saumons du fleuve le Congo, on va les regarder parce que vous savez, les Congolais ont toujours pour habitude, surtout ceux de la RDC, non, je dirais plutôt ceux du Congo-Brazzaville, de vanter les saumons qui peuplent comme ça leur fleuve, le fleuve Congo. Alors nous avons traversé avec un bac la RDC, c'est-à-dire à Kinshasa,
pour Brazzaville. Et Brazzaville, c'est la capitale du Congo, ce pays dirigé par le président Denis Sassou Nguesso. Au Congo-Brazzaville, le ministre des Hydrocarbures a réagi à la situation de pénurie du carburant. Cette pénurie devenue régulière dans un pays producteur de pétrole serait de l'ordre du raffinage. Un peu de patience aux frères congolais pour leur dire simplement, ce n'est pas une négligence du gouvernement, ça peut arriver. Problème de raffinage. Reportage Gérard Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Face à la pénurie régulière de carburant à intervalles réduits, le ministre congolais des hydrocarbures a mis en évidence la crise aiguë de l'offre de combustible dans les stations-service lors des questions orales au gouvernement à la Chambre haute du Parlement. D'après le ministre des hydrocarbures du Congo, M. Bruno Jean-Richard Itoa, cette situation est liée aux difficultés rencontrées par la Congolaise de raffinage. La CORAF fournissait mensuellement au marché national en moyenne, je voudrais ici être précis, 8000 tonnes de supercarburant correspondant à 16 jours de consommation, c'est-à-dire à environ 53% de la consommation nationale. Produisait 24 000 tonnes de gasoil, correspondant à 24 jours de consommation, correspondant à 80% de la consommation nationale. Mais depuis, la CORAF est confrontée à plusieurs défis majeurs. Premièrement, une structure de process qui n'est plus adapté aujourd'hui aux besoins de la consommation nationale en produits blancs, avec une forte propension à la production de fuel, à cause des caractéristiques, notamment du pétrole qui y est processé, qui s'appelle le génomélange et qui est un pétrole lourd. Le fuel, produit en excès, malheureusement, n'est pas utile au marché national, ou en tout cas très peu, et surtout exporté. Il y a également quelques dysfonctionnements techniques. La raffinerie n'est pas jeune, elle est vieille au niveau, si on veut être précis, du réformateur catalytique qui, lui, a un impact direct sur la production de supercarburant qui, vous l'avez vu, est déjà très très déficitaire. Afin de remédier à ce déficit, il est recommandé de construire une deuxième raffinerie d'hydrocarbures brut. Le gouvernement continue à travailler évidemment sur la seconde raffinerie. C'est un sujet sur lequel nous travaillons ardemment. Nous devrions très rapidement parvenir à disposer d'un peu de ressources pour régler les problèmes de dédommagement des propriétaires fonciers. L'équipement est fabriqué en Chine à 70%, je l'ai vu de mes yeux, et dès que cette question sera résolue, nous pourrons accélérer les travaux, mais aujourd'hui, les délais prévus pour la finalisation de la construction de cette seconde raffinerie devraient nous emmener à début 2026. Selon le ministre des Hydrocarbures du Congo au sénateur, M. Bruno Jean-Richard Itoa, la production brute de la Congolaise de raffinage subventionnée par l'État, qui a été réduite en raison des accords du gouvernement congolais avec des institutions financières internationales, ne permet pas de combler ce déficit. Après le Congo, nous remontons en Afrique de l'Ouest et comme je vous l'ai dit dans cette émission, c'est une émission panafricaine, une émission qui vous fait voyager, qui vous rapporte l'information vraie. L'information vraie de par le petit écran, surtout la télévision. Nous allons au Bénin. Au Bénin, ce pays dirigé par son Excellence, M. Patrice Talon. Eh bien, le Bénin est bien dirigé à la satisfaction des Béninois et par ricochet d'ailleurs de toute l'Afrique. Parce qu'en Afrique, on aime bien savoir que nos pays sont dans la paix. C'est un exemple. Un exemple envoyé d'ailleurs comme signal au monde. Au Bénin, son Excellence M. Patrice Talon a reçu des lettres de créance de 12 nouveaux ambassadeurs accrédités dans son pays. C'est un signe de paix et de bonne conduite de l'administration béninoise et surtout de la politique prônée par son Excellence le président béninois. Reportage Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a reçu au palais de la Marina les lettres de créance de 12 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin dans le cadre de la redynamisation de la coopération diplomatique entre le Bénin et ses pays. La continuité de la coopération diplomatique entre les Champs-Élysées et la Marina est assurée par son Excellence Madame Nadège Chouat, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française au Bénin, avec résidence à Cotonou. Née le 30 janvier 1969, elle est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et un master en sciences de gestion des ressources humaines. Il y a tout un chemin qui est tracé
d'une relation bilatérale intense, dense, multiforme, que ce soit dans le secteur culturel, le secteur énergétique, les relations économiques, la coopération en matière de sécurité-défense. Et nous avons une feuille de route entre les deux pays, notamment dans le secteur culturel et dans le secteur de la formation professionnelle, où nous devons maintenant arriver à obtenir des résultats concrets, il y en a déjà, mais continuer. Donc il n'y a pas de changement, c'est la continuité, peut-être même l'accélération de cette coopération. En collaboration avec l'Union européenne, le président du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a posé les fondations d'une série de projets majeurs pour consolider cette excellente confiance collaborative. Son Excellence Stéphane Moon, ambassadeur de l'Union européenne auprès du Bénin, avec résidence à Cotonou, a remis ses lettres de créance au chef de l'État béninois. Né à Bruxelles le 28 janvier 1972, la formation comprend une maîtrise en histoire, une licence en philosophie slave et un doctorat en philosophie et lettres. Nous avons échangé essentiellement sur la coopération entre l'Union européenne et le Bénin. Et nous partageons en fait une identité de vue. Le président, sous sa houlette, a lancé toute une série de grands chantiers dans ce pays. Nous avons également parlé brièvement de l'éducation. Il se fait que j'ai moi-même inscrit mes enfants au lycée Pierre-Manuel Talon. Donc tout ça pour dire que la confiance que nous avons au niveau de l'Union européenne, de cette excellente collaboration avec le Bénin. J'ai aussi confirmé au président que l'enveloppe budgétaire de l'Union européenne pour le Bénin restait inchangée, ce qui est un signe très positif parce qu'il faut savoir que dans d'autres pays, malheureusement pour des raisons économiques en Europe, certaines lignes budgétaires ont dû être diminuées. Ce ne sera pas le cas pour le Bénin. Jesus Alberto Garcia est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne du Venezuela auprès du Bénin, avec résidence à Cotonou. Né en 1954, il est un professeur-chercheur et il conduit la liaison mixte bénino-vénézuélienne visant à renforcer le creuset des échanges dans tous les secteurs. Nous sommes là pour approfondir les relations qui sont en matière de culture, en matière de tourisme, pour pouvoir évoluer. Et nous avons promis au président de maintenir les relations pour pouvoir faire parler du Bénin et de mon pays. La Grèce souhaite renforcer les relations bénino-grecques dans les domaines de la culture et du développement. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République hellénique grecque, désigné auprès du Bénin, son Excellence Athanasios V. Kossionis, avec résidence à Abuja, au Nigeria. Je suis heureux de représenter mon pays en tant qu'ambassadeur de la Grèce au Bénin et ensemble nous avons échangé sur l'intérêt de travailler pour améliorer les relations entre la Grèce et le Bénin. Nous sommes prêts, qu'il s'agisse du développement économique et plan culturel. Donc nous sommes entendus et le programme est bien établi pour que la relation bilatérale entre le Bénin et la Grèce puisse connaître un avancement. D'un point de vue éducatif, social, économique, technologique et culturel, le Bénin ouvre une vaste palette de coopération avec l'Irlande. Son Excellence Peter Ryan est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Irlande auprès du Bénin avec résidence à Abuja, au Nigeria. Nous sommes là pour développer le côté politique, la diplomatie entre deux pays, le volet économique, le volet social, le volet culturel, le volet éducationnel et la technologie aussi. Donc c'est un plaisir d'être ici au Bénin, c'est la toute première fois ici au Bénin. Ici, nous avons une coopération économique, diplomatique, culturelle et éducationnelle entre les deux républiques. Nous sommes là pour booster cette coopération et ces liens d'amitié avec le Bénin. Son Excellence Madame Leilani Bin Juda, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Australie auprès du Bénin, avec résidence à Abuja au Nigeria, est née le 13 juillet 1974. Elle a débuté sa carrière dans la fonction publique, puis assumé plusieurs fonctions au plan international. Elle a félicité le Bénin pour les investissements consentis dans plusieurs secteurs, avant de promettre l'octroi des bourses d'études par l'Australie aux Béninois. Il faut dire qu'entre le Bénin et l'Australie, il y a une très bonne relation, une relation que je voudrais travailler à améliorer. Et je voudrais exprimer aussi ma gratitude pour le plaidoyer que le Bénin fait à l'endroit de l'Australie et au niveau des instances internationales comme l'Organisation des Nations Unies. Et je voudrais féliciter les autorités béninoises pour les différents types d'investissements qui sont réalisés. Et il faut aussi dire que nous partageons beaucoup d'autres domaines de développement,
qu'il s'agisse donc au plan bilatéral comme multilatéral avec le Bénin, et il faut travailler donc à renforcer cela. Des profils diversifiés et des perspectives internationales variées. Ils sont également porteurs de parcours remarquables. Son Excellence Svein Bahera, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de la Norvège auprès du Bénin, avec résidence à Abuja, au Nigeria. Leurs lettres de créance ont été présentées successivement au président de la République du Bénin, Son Excellence Patrice Talon. Son Excellence Luis Manuel Andino Pais, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Nicaragua auprès du Bénin, avec résidence à Ouagadougou, au Burkina Faso. Son Excellence Ayoub Omar, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Malaisie, près du Bénin, avec résidence à Abuja, au Nigeria. Son Excellence Adou Mahamad Saleh, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad, près du Bénin, avec résidence à Ouagadougou, au Burkina Faso. Son Excellence Monsieur Bruno Kerguen, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Ordre souverain de Malte, près du Bénin, avec résidence à Paris. Son Excellence Madame Sana Céline, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Finlande, près du Bénin, avec résidence à Abuja, au Nigeria. À la suite de la cérémonie protocolaire des remises des lettres de créance, le chef de l'État a échangé avec chacun des nouveaux ambassadeurs et leurs différentes délégations. Au cours de l'audience qui a suivi chaque cérémonie traditionnelle de présentation de lettres de créance, l'accent a été mis sur le renforcement des liens de coopération bilatérale et de développement des relations économiques et culturelles entre les différents pays et le Bénin. Voilà, quand un pays se porte bien, la diplomatie fonctionne aussi. Et quand des diplomates foisonnent dans un pays avec des lettres de créance et des au revoir, des arrivées, c'est dire simplement que ce pays se comporte à merveille. Nous quittons le Bénin et là nous faisons un bond qualitatif pour atterrir. On ne peut pas y aller à pied. On est obligé de prendre un vol. South Africa Airlines. Et pour arriver où? En Afrique du Sud. Là-bas, nous avons décidé d'attribuer à ce pays, d'abord de vous offrir à vous, un reportage explicite pour mieux comprendre ce pays qu'est l'Afrique du Sud. Reportage Constant Ika, Marcel Massolé. L'Afrique du Sud est un pays situé à l'extrémité australe du continent africain et composé des différents écosystèmes. À l'intérieur des terres, le parc national Kruger abrite du gros gibier et propose des safaris. Le Cap occidental offre des plages, des vignobles luxuriants autour de Stellenbosch et le Pearl. Des falaises rocheuses au cap de Bonne-Espérance, des forêts et des lagons le long de la Garden Route, ainsi que la ville du Cap, située au pied de la montagne de la Table, au sommet plat. Les langues officielles sont l'Afrikaans, l'anglais, le Xhosa, le Tswana, le Zoulou et voire plus d'autres. Sa superficie est de 1,22 million de kilomètres carrés. Sa population est estimée à 60,41 millions selon la Banque mondiale en 2023. Son produit intérieur brut en sigle PIB est de 377,8 milliards de dollars américains selon la Banque mondiale en 2023. L'Afrique du Sud, deuxième puissance économique du continent derrière le Nigeria, est un État multiracial où la majorité noire est estimée à 75% de la population, a accédé au pouvoir en 1994, succédant à la minorité blanche, moins de 15% de la population. Le pays compte d'autres minorités, les métis et asiatiques. L'altitude modère les températures dans la zone subtropicale, ce qui explique l'importance du peuplement d'origine européenne, à savoir des Néerlandais, des Britanniques. La nature des productions agricoles, le maïs, le sucre, le vin et l'extension de l'élevage bovin et surtout ovin. La richesse du sous-sol constitue l'atout essentiel. Le pays compte parmi les grands producteurs mondiaux d'or et de diamants, de chrome, de titane, de vanadium, de manganèse, de charbon et d'uranium. Il souffre toutefois d'un important déficit énergétique. L'industrie est surtout localisée autour de Johannesburg, la plus grande agglomération, et dans les ports d'Urban notamment. La disparition de l'apartheid n'a pas entraîné l'uniformisation des genres et des niveaux de vie, le recul de l'important sous-emploi ou la disparition de l'analphabétisme dans la population noire, alors qu'une partie de la minorité blanche inquiète émigre. L'Afrique du Sud est en outre confrontée au déséquilibre socio-économique induit par le développement dramatique du sida. L'Afrique du Sud est membre du groupe des 20, en sigle G20.
est l'un des pays des BRICS. C'est un des pays les plus touchés par la crise financière des pays émergents et par la baisse des cours des matières premières. État d'Afrique australe, l'Afrique du Sud est bordée à l'ouest par l'océan Atlantique, à l'est par l'océan Indien, est limitée au nord par le Swaziland, le Mozambique, le Zimbabwe, le Botswana et la Namibie. L'Afrique du Sud est membre du Commonwealth. L'Afrique du Sud est un État fédéral composé de 9 provinces. Cap-Nord, Cap-Est, Cap-Ouest, État libre, KwaZulu-Natal, le Nord-Ouest, Mpumalanga, Gauteng et Limpopo. L'État sud-africain est une république à régime parlementaire. Sa constitution a été adoptée le 8 mai 1996 et est entrée en vigueur le 4 février 1997. Le trait dominant du relief, d'une très grande simplicité dans ses grandes lignes, est l'opposition entre un haut plateau intérieur et des régions basses à la périphérie. Le plateau a pour cœur le Highveld du Transvaal méridional, de l'État libre et du nord-est de la région du Cap, à une altitude comprise entre 1200 et 1800 mètres. L'accroissement de l'altitude vers le nord neutralise ainsi les effets de la latitude. Cet ensemble se relève sur ses bordures en un grand escarpement qui oppose rarement un obstacle infranchissable aux communications. Le soubassement est constitué par un vieux socle pré-grambien, plissé, qui s'est comporté comme un môle rigide tout au long de l'histoire géologique. Sur ce vieux socle plissé, recouvert de séries primaires, du Cambrien au Carbonifère, repose en discordance une épaisse couverture sédimentaire d'âge permo-jurassique. Le système Carroll, surtout des grès et des basaltes accumulés du Carbonifère au Jurassique. La partie centrale déprimée correspond au désert du Kalahari. Elle est entourée par une ceinture de haute terre dont l'altitude oscille entre 1500 et 3000 mètres et comprenant les hauts plateaux du Transvaal, du Witwatersrand, du Hoëveld et du Lesotho. Les plateaux du Haut-Karoo dans la province du Cap ainsi que Namaqualand et le Damaraland. Les bas pays au pied de cet arc de cercle continu de hauteur présentent, sur une profondeur comprise entre 60 et 240 km, du paysage contrasté. Série de marches au sud-est, chaînon du Cap au sud et piémont uniforme à l'ouest. Ces hautes herbes se terminent vers l'extérieur par un grand escarpement éloigné de 75 à 350 km de la côte principalement développée au Natal, où, sous le nom de Drakensberg, il entaille sur 2000 mètres de hauteur les grès et les basaltes d'âge Carroll. Éneigé en hiver, il cumule à plus de 3200 mètres près de la frontière du Lesotho. Au sud-ouest du Drakensberg, cet escarpement se poursuit par le Stormberg, le Sneeuwberg, les Newveld Range, puis sur l'Atlantique par les Rogerveld Range et l'escarpement dominant de la plaine côtière du Namib. Le Grand Karoo est un large bassin semi-aride composé d'aplanissements dans le socle cristallin dominé par des reliefs résiduels et de mésas, plateaux basaltiques qui séparent les chaînes du Cap du Drakensberg. Entre le grand escarpement et la mer s'allonge une étroite frange littorale peu élevée, tant du côté occidental, savoir la plaine côtière du Namib, que du côté oriental, savoir la plaine côtière du Natal, ne s'élargissant notamment qu'au nord-est vers le Mozambique. Au sud, la sédimentation marine crétacée a pénétré entre les chaînons plissés de la région du Cap et intéresse aussi la frange littorale du Natal. Le littoral est particulièrement découpé en cap et baies. S'agissant du climat, le cap de Bonne-Espérance, comprise entre les 22e et 35e degrés de latitude sud, du fleuve Limpopo au cap des Aiguilles, l'Afrique du Sud appartient pour l'essentiel à la zone tropicale, à savoir 87% du pays reçoivent leurs précipitations principalement en été. Au sujet de la faune, le parc national Kruger, la faune sud-africaine est riche et diversifiée. Les réserves animalières, telles le Groner National Park, le Huluwe et le Mkuze, abritent des éléphants, des rhinocéros, des girafes, des zèbres, des antilopes, ainsi que d'innombrables espèces d'oiseaux et de serpents. Le paysage botanique, de par la végétation originelle du Natal, humide, est une forêt tropicale qui cède la place à une forêt d'altitude sur le grand escarpement, mais la densité de l'occupation humaine en cette région explique la large prépondérance de la brousse secondaire
ou des savanes. Sur les 122 millions d'hectares que compte l'Afrique du Sud, 102 sont susceptibles d'une utilisation agricole. Mais les conditions climatiques et le relief restreignent la surface arable pour la production des céréales sans irrigation au 10e environ de ce total. Principale économie émergente du continent avec le Nigeria, l'Afrique du Sud étant mieux intégrée sur les marchés mondiaux. Le pays recèle des ressources minières considérables, des métaux, platinoïdes, plus de 90% de réserves mondiales d'or, diamants, chrome, manganèse, plomb, nickel, argent, uranium, qui représentent environ 39% de ses exportations. Ses premiers marchés sont l'Union européenne, en sigle UE, surtout l'Allemagne, la Chine et les États-Unis. Cependant, outre l'état sanitaire préoccupant et le niveau élevé de corruption qui pèse sur l'investissement, les taux de chômage atteignent 33% et 61% chez les jeunes, selon les indices de 2022. Et les inégalités sont parmi les plus fortes au monde. Leur réduction est d'autant plus compromise. Les ressources minières sont considérables. L'Afrique du Sud est ainsi le premier producteur mondial d'or, de manganèse, de chrome, de platine, dont elle possède 50 à 80% des réserves planétaires. Elle extrait également de l'argent, du cuivre, de l'uranium, du titane, du vanadium, de l'antimoine, de l'amiante, du minerai de fer, il est classé d'ailleurs au 7e rang, du plomb où il se hisse au 12e rang, des diamants avec 15 millions de carats et du charbon 270 millions de tonnes le situe au 6e rang mondial. Son produit national brut, en sigle PNB, selon les indices de 2022, est de 396 milliards de dollars américains. Son produit national brut par habitant, selon les indices de 2022, est de 6 780 dollars. Son IDH, selon les indices de 2021, se situe à 0,713. Le taux de croissance annuel de son produit intérieur brut, en sigle PIB, selon les indices 2022, est de 1,9%. Son taux annuel d'inflation, en sigle TAI, selon l'indice 2022, est de 7,0%. La structure de la population active, selon les indices 2021, se situe au niveau de l'agriculture à 21,3%, dans les mines et l'industrie à 17,3% et dans les services à 61,4%. Son taux de chômage, toujours selon les indices 2022, se situe à 29,8%. Les recettes touristiques de l'Afrique du Sud, selon les indices 2020, se situent à 2716 millions de dollars. Son commerce extérieur, les exportations de biens, selon l'indice 2022, se situent à 123 501 millions de dollars américains, tandis que l'importation de biens, selon les indices 2022, se situe à 104 462 millions de dollars américains. Quant au budget de la défense, les dépenses militaires, selon les indices 2022, sont de l'ordre de 0,7% du PIB. Les forces armées comptent 89 000 individus. Les parts en pourcentage des richesses détenues par les 10% de la population les plus élevées en 2021 sont de 85,6%. Tandis que les parts en pourcentage de richesse détenues par les 50% de la population les moins élevées en 2021 sont de moins 1,3%. Les dépenses publiques d'éducation en 2022 sont de l'ordre de 6,2% du PIB. Les capitales en Afrique du Sud sont le Cap, siège du Parlement, et Pretoria, siège du gouvernement. Le président de la République sud-africaine, République au régime parlementaire, est son Excellence M. Cyril Ramaphosa. Après ce très beau petit documentaire explicite sur les atouts et ce que c'est que l'Afrique du Sud, nous allons faire un tour du côté d'un pays dont le père de l'indépendance n'est que Léomba. Ensuite, il y a eu le père de la nation gabonaise, son Excellence El Hadj Omar Bongo. Ce pays est actuellement dirigé par un jeune, un quadra, mais qui en a dans la tête et qui fait les choses comme auraient souhaité les deux pères, celui de la nation et celui de l'indépendance, à savoir le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et dans ce pays, c'est-à-dire le Gabon, dans sa capitale Libreville, notre correspondant, le correspondant de CNN, Teddy Ossé, nous rapporte comment est-ce que la Constitution a été votée à la majorité du oui
à un référendum organisé et souhaité par le président de la République, le président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous allons au Gabon. Et au Gabon, le référendum, comme je disais tantôt, avait 7 mesures clés. Plus de Premier ministre et le pouvoir exécutif n'est réservé qu'au chef de l'État. Et plusieurs autres résolutions ont été prises et figurent dans cette nouvelle constitution que les Gabonais ont votée à la majorité du oui. Reportage depuis le Gabon, Teddy Ossé, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition et chef de l'État gabonais, vient de déposer son bulletin dans l'urne. Il s'agit d'une journée importante pour le président du Gabon puisque son projet de nouvelle constitution est soumis au vote des électeurs. En cas d'adoption, la nouvelle constitution renforcera le pouvoir du président de la République et cela permettra d'organiser une élection présidentielle en 2025. J'ai voté oui parce que la constitution nous ramène dans les dispositifs réels de la démocratie. 1. Nous sommes revenus au scrutin à 2 tours. 2. Il n'y aura plus de succession dynastique. 3, on a enlevé un Premier ministre qui n'était qu'un primus inter pares, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un d'inutile. Parmi les modifications proposées dans cette modification de constitution, il y a 7 mesures clés, parmi lesquelles, premièrement, le nombre de mandats présidentiels est limité à 2 septennats. Deuxièmement, le poste de Premier ministre disparaît. Troisièmement, le président de la République devient le seul détenteur du pouvoir exécutif. Quatrièmement, le gouvernement devient responsable devant le chef de l'État. Cinquièmement, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale une fois au cours de son mandat. Sixièmement, le président de la République peut être mis en accusation par le Parlement devant la Haute Cour de justice. Septièmement, il faut être né de parents et grands-parents gabonais et avoir entre 35 et 70 ans pour se présenter à l'élection présidentielle. Les opposants au projet de nouvelle constitution ont particulièrement critiqué cette dernière mesure car elle exclurait certaines personnalités de la vie politique gabonaise, tels que l'ancien candidat à la dernière élection présidentielle, M. Albert Ondo Ossa, âgé de 70 ans, ainsi que l'ancien vice-président, M. Pierre Claver Manganga Moussavou. La principale disposition qui moi, m'a obligé à voter non, et d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai appelé le plus grand nombre à voter non, c'est le régime hyper présidentialiste qu'on nous impose dans cette constitution avec un président roi. Un président roi, ça veut dire un président qui a entre ses mains tous les leviers de la nation. Il est en même temps chef de l'exécutif, chef du législatif et chef du judiciaire. Ça, on ne peut pas l'accepter. Ce week-end, plus de 90% des électeurs ont voté en faveur de la nouvelle constitution, ce qui marque un tournant important dans l'histoire du Gabon et de son système politique. Le président de la transition au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a déclaré que l'adoption du texte représentait un pas en avant précieux pour le pays. Eh oui, le Gabon a décidé depuis pratiquement un an, depuis la transition, de respecter la programmation proposée aux Gabonais. Ils ont parlé de faire une nouvelle constitution, ça a été chose faite, dans une cohésion totale de toute la nation, toutes les forces vives, toutes les forces politiques. De cette constitution, le président a souhaité un référendum, chose faite, et le référendum a été plébiscité par un oui à un pourcentage énorme. Nous quittons le Gabon, mais avant, quand il y a des réussites dans nos pays d'Afrique, il faudrait savoir que l'instruction fait partie à 90% de ces réussites. Nous les parents, et on en a vu plusieurs qui étaient fiers lorsque leurs enfants recevaient des masters, lorsqu'ils étaient licenciés, et même pour certains le doctorat. Et dans l'université qui est notre partenaire, à savoir l'Université internationale de Libreville, où les professeurs sont aguerris à la chose universitaire. Et cette université, comme je le dis tantôt, a mis un accent sur la formation. Primordial de former vraiment ces étudiants pour faire d'eux des futurs responsables dans la société civile, la société professionnelle. Notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville, et je vous reviens juste après. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée.
et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Et oui, en Afrique, quand on voit des étudiants qui, à la fin de leurs études universitaires, font le bonheur de leur famille et sont aptes à servir les sociétés qui les embauchent, ça fait énormément plaisir. Et c'est le vœu, c'est le souci permanent de cette université, l'Université internationale de Libreville, qui a décidé surtout de mettre un accent sur la formation des étudiants. J'en ai vu qui, après leur doctorat, leur master, leur licence, étaient tout heureux et surtout le bonheur des chefs d'entreprise qui sont là, qui viennent à la sortie de ces étudiants en fin de cycle pour les choper, pour ne pas dire pour les happer et les avoir comme collaborateurs dans leur société. Et ces étudiants qui sortent de cette université sont pratiquement figure dans l'élite africaine. L'Université de Libreville, l'Université internationale de Libreville, est notre partenaire officiel. Je vous retrouve juste après. Il vous réveille tous les matins avec des infos graves ou détendues. Ils font de vos journées un régal avec des contenus divers et variés. Le soir venu, ils vous accompagnent vers Morphée en débat ou en divertissement, dans des décors aussi différents les uns que les autres et des concepts que vous appréciez. Il est temps de les célébrer. Célébrez les meilleures émissions télé, décors plateau, animateurs et journalistes, meilleurs chroniqueurs et chroniqueuses. Qui remportera le précieux trésor ? C'est à vous de voter sur le site www.citier.mymarabout.com du 7 novembre au 31 novembre 2024. Cameroun Television Awards 2024 sous le patronage du ministère de la Communication. Célébrons l'excellence de la télévision camerounaise. Le samedi 7 décembre, 19h, au Palais des Sports de Yaoundé, en direct à la télévision. Un événement Marabout. Au Cameroun, une entreprise étatique, je dirais même para-étatique, fait l'honneur de ce pays, dirigée par une team exceptionnelle, je dirais brillante, dont le patriotisme est inégalé. La Caisse nationale de prévoyance sociale. Une team qui fait aujourd'hui le bonheur de tous les Camerounais grâce à ses réussites. Et à la tête de cette team, il y a bien sûr le directeur général, M. Noël Olivier Mikulu Vandor. Que s'est-il passé au Cameroun ? Les reporters depuis le Cameroun, nous en ferons écho. Mais avant, la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, en sigle CNPS, dirigée, comme je vous l'ai dit, par M. Noël Olivier Mikulu Vandor, a reçu des délégations d'Afrique de l'Ouest et centrale pour la 3e édition des ateliers sur la sécurité et la santé au travail. Reportage Stéphane Égou, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé.
La Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, CNPS, en collaboration avec l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels, a tenu la 3e édition des ateliers thématiques sur la gestion des risques professionnels dans l'agroforesterie à Gerpa. La première rencontre s'est ouverte à Yaoundé le 18 novembre 2024 par une réunion du comité scientifique sous la direction du professeur Yves Yogwe Kwame. L'objectif des travaux était d'analyser les documents produits devant servir de support aux différents ateliers et de répondre, entre autres, aux préoccupations des participants. Il s'agissait de nous retrouver pour analyser les documents qui ont été produits et qui vont servir de support aux activités que nous allons mener. Et donc nous avons présenté les rapports, etc., les thèmes, et nous avons également pris les questions des participants qui nous permettront d'améliorer ce travail. Au-delà de la nécessité de présenter et de répartir les participants dans différents ateliers, il était essentiel que les délégations panafricaines présentes, provenant des pays francophones de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, identifient et résolvent les risques professionnels liés à la sécurité et à la santé au travail dans le secteur de l'agroforesterie. Le but de l'IAPRP, c'est de développer des solutions africaines aux problèmes de santé et sécurité au travail qui surviennent en pays africains, en milieu africain. C'est vraiment la grande connaissance qu'on peut dire sur la GERPA. Le premier responsable de la CNPS, M. Alain-Olivier Noël Mekouloum Vondo Akame, en sa qualité de directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, CNPS, était présent à cette réunion et a encouragé les participants à adopter une approche critique et à trouver des solutions pour une agriculture durable et éthique qui préserve la santé des travailleurs dans un domaine exclusivement africain. Nous avons un regard très africain sur ces questions. Nous avons trop tendance, nous autres experts, à reprendre ce qui nous vient d'ailleurs comme des choses acquises et frapper au coin de la connaissance absolue. Une chose est de dire je suis d'accord avec l'autre parce qu'il a dit que je lui fais confiance. Une autre est de dire j'ai analysé et voilà les points positifs, négatifs qui me permettent de conclure de telle ou telle manière. C'est ce que j'appelle le regard critique. Même si on doit approuver, on refait la revue. Face aux nombreux défis à relever sur le plan sécuritaire et la santé au travail dans le domaine de l'agroforesterie, ces travaux ont permis à la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun de sensibiliser sur l'importance des questions liées à la prévention des risques professionnels dans ce secteur et de créer un espace de partage d'expériences sur les défis de la santé et de la sécurité au travail dans le secteur agroforestier au Cameroun en particulier et en Afrique en général. La 3e édition de l'AGERPA est placée sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Cameroun, le professeur Joseph Dione Gouté. Nous quittons le Cameroun pour le pays des hommes intègres, à savoir le Burkina Faso, ce pays dirigé par le jeune capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso s'engage dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, un phénomène en propension dans la sous-région ouest-africaine. Reportage Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Le Burkina s'efforce de sortir de la liste grise du GAFI. Le chef de département économique du Burkina Faso a annoncé cette décision le 13 novembre 2024 à l'issue du Conseil des ministres. Il faut dire que depuis 2021, notre pays est sur la liste grise du GAFI. Le groupe Action financière internationale GAFI est un organisme mondial de surveillance du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme créé en 1989 par le G7. Il établit les standards internationaux visant à prévenir les activités illégales et les préjudices qu'elles causent à la société. La présence du Burkina Faso sur la liste grise du GAFI indique que son système de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme présente des lacunes. Par conséquent, le Burkina Faso est soumis à une surveillance accrue conformément aux directives du groupe d'action financière internationale. Cette position témoigne aussi de l'engagement du pays à résoudre rapidement les lacunes stratégiques identifiées dans les délais convenus. Parmi les lacunes du système, il était ressorti la nécessité de regarder
comment faire en sorte que les sanctions financières ciblées puissent être appliquées sans délai. Les sanctions financières des Nations Unies, cela s'entend. C'est dans cette optique que le gouvernement du Burkina Faso a adopté un rapport concernant les mesures punitives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc aujourd'hui, le rapport qui a été adopté va permettre de renforcer le dispositif juridique. Et donc dans ce sens, on va identifier les sanctions à appliquer en cas donc de manquement aux dispositions, et également les quantums des astreintes et autres ont été fixés. Tout cela va permettre de renforcer les dispositifs juridiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et accompagner les efforts du gouvernement pour sortir de la liste grise du GAFI. Il est important de souligner que le groupe d'action financière internationale dispose de 3 listes, à savoir la blanche, la grise et la noire. Les pays figurant sur la liste blanche sont ceux qui respectent les recommandations de l'organisation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, tandis que ceux figurant sur la liste grise présentent des lacunes dans leur système. Enfin, ceux figurant sur la liste noire sont ceux qui ne contribuent pas à l'effort mondial de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il est probable que ces derniers seront soumis à des sanctions économiques et à d'autres mesures d'interdiction de la part des États membres. Nous quittons le Burkina Faso dirigé par des hommes en tenue, cagoulés, avec des gants, comme vous voyez. Toujours cagoulés, c'est l'armée, c'est comme ça. On va faire un tour du côté du Cameroun pour parler aussi des frères d'armes, de leurs frères d'armes, à savoir de l'armée. Au Cameroun, en présence du gouverneur de la région du littoral, M. Dieudonné Samuel Ivadiboa, le 21e régiment de génie militaire a désormais son nouveau commandant. Reportage à Douala, la brillante équipe de reportage des journaux spéciaux dirigée par Stéphane Negou, Richard Guiozo, Séverin Tchatchoua, Eric Bikek, Charlotte Abdoulaye. Dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Ivadiboa, a tenu un communiqué de presse afin de rassurer les populations. Donc dans la nuit du 13 au 14 novembre 2024, autour de 22h sur la voie publique du quartier Makéa, s'est produit une agression constituée d'un vol aggravé en coaction à l'aide d'armes blanches suivies des coups mortels sur Dame Martin Valérie René Michel. La victime qui a succombé à ses blessures est de nationalité française, âgée de 60 ans, et s'est retrouvée en compagnie d'un Camerounais du nom de Bamou Jean-Pierre, âgé de 71 ans, dans un restaurant du quartier Makéa, non loin du lieu dit pharmacie Saint-Laurent, en vue de prendre un dîner. Sur le chemin retour, après leur dîner, ils ont été tenus en respect par une bande de 10 malfrats qui, après leur avoir dépouillé de leurs biens, ont poignardé la nommée Martin Valérie René Michel, qui succombera par la suite de ses blessures à l'hôpital Akintini de Douala. Une fois alertés, nos forces de l'ordre organiseront une battue qui, à ce jour, a permis d'interpeller, avec la collaboration des populations du dit quartier, 6 suspects qui sont passés aux aveux. Retour en Côte d'Ivoire, ce pays francophone locomotive dans l'Afrique de l'Ouest est dirigé par un homme que vous connaissez bien, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et en Côte d'Ivoire, les choses se déroulent dans la paix, dans la clarté et surtout pour le bonheur des populations ivoiriennes. Le mardi 19 novembre 2024, son Excellence M. Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, a reçu en audience le coordonnateur résident des activités opérationnelles du système des nations en Côte d'Ivoire. Présent au palais présidentiel pour ce reportage, toute l'équipe des reportages spéciaux des CNN dirigés par Ousmane Koulibaly, Lévité Divonan, Marcel Bassolé et la voix de Constant Ika. Le mardi 19 novembre 2024, il est 11h44. Sous une pluie qui a arrosé la ville d'Abidjan, l'hôte du palais présidentiel était M. Philippe Poinceau, coordonnateur résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire.
La raison de sa présence au palais présidentiel est une audience à lui être accordée par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Accueilli par le service protocolaire de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, c'est alors qu'il est introduit au bureau présidentiel et reçu par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, en présence du ministre directeur du cabinet présidentiel, M. Fidel Sarrasso. Après une demi-heure d'entretien avec son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le coordonnateur des Nations Unies en fin de mission en Côte d'Ivoire a répondu aux questions de la presse nationale et internationale. CNN, la télévision autrement, était là. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a reçu à l'occasion de la fin de ma mission en Côte d'Ivoire. C'était pour moi l'occasion de le remercier pour tout l'appui qui a été donné par son Excellence, mais aussi par son gouvernement, au système des Nations Unies, qui nous a permis donc de faire notre travail en Côte d'Ivoire au cours de ces 5 dernières années. Ça a été l'occasion également de dresser un petit bilan de notre action, un bilan je crois qui est positif, avec une contribution que nous avons pu apporter sur des questions de développement, avec des ressources qui ont été mobilisées aussi en addition à celles de la Côte d'Ivoire. Et puis j'en ai profité également pour féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République pour les belles réalisations en Côte d'Ivoire, que ce soit en matière d'institutions qui ont été mises en place et bien sûr d'infrastructures qui viennent soutenir l'essor du pays. Je quitte cette fonction avec très optimiste, avec le sentiment que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie et si elle continue comme ça, sera un modèle pour l'Afrique entière. C'est alors que le ministre directeur du cabinet présidentiel, M. Fidel Sarrasso, a eu quelques moments d'échange, comme pour souhaiter un au revoir à l'hôte du palais présidentiel de ce jour et lui souhaiter un bon retour dans son pays d'origine. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire où l'exemple est souvent pris dans ce pays francophone. Un exemple dans tous les pays, c'est à voir le Conseil des ministres, un moment exceptionnel, un moment où le chef de l'État regarde et voit exactement ce que font tous les ministres, sous la direction du Premier ministre et la présidence de son Excellence, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Nous allons au Conseil des ministres avec toute l'équipe de reportage dirigée par Ousmane Koulibaly et Lévit Elivonan. Le Conseil des ministres de la République de Côte d'Ivoire s'est tenu comme prévu le mercredi 20 novembre 2024. Il était présidé, comme je l'ai dit tantôt, par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Vous convenez avec moi, point besoin de vous le rappeler, c'est bel et bien le bureau du président de la République de Côte d'Ivoire. Le mercredi 20 novembre 2024, il est 10h05 lorsque les ministres arrivent au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire pour le Conseil des ministres de ce jour, devenu le rendez-vous du gouvernement autour du chef de l'État. L'arrivée du vice-président de la République, M. Thiemo Komélet Kone, qui avait à ses côtés le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, précède l'arrivée du chef de l'État de Côte d'Ivoire, que coordonne la secrétaire générale de la présidence de la République, Mme Masseri Touré Kone. Avec son sourire de beau jour, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, salue les membres du gouvernement, très détendu, et mettant à l'aise tous les ministres du gouvernement Robert Begré-Mambé. La presse nationale et internationale sera invitée à laisser travailler le gouvernement sous la présidence du chef de l'État. Un conseil des ministres qui a duré plus qu'à l'accoutumée. Après près de 2 heures d'horloge de huis clos, place au point de presse avec le ministre de la Communication, M. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. CNN Télévision était présent au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Le porte-parole s'est adressé à la presse par un bonjour cordial. Mesdames et messieurs, bonjour. Puis alors, il a égrené la dizaine de points du Conseil des ministres, parmi lesquels 8 mesures générales, 7 projets de décret, 10 mesures individuelles,
et de communication. Au sujet des projets d'ordonnance, au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Le Conseil a adopté une ordonnance relative au droit unique de sortie sur les exportations d'anacarde et le projet de loi de ratification y afférent. Au sujet des projets de décret, au titre du ministre d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget et le ministère du Commerce et de l'Industrie. Le premier décret est relatif à l'autorisation d'exportation des produits du coton et de l'anacarde. Le deuxième décret est relatif au zonage agro-industriel dans la filière coton. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère des Transports et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret modifie le décret du 2 avril 2009 portant organisation et fixant les modalités de financement et d'indemnisation du Fonds de garantie automobile, en abrégé le FGA. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère d'État, ministère de la Défense, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le deuxième décret, quant à lui, modifie le décret du 17 avril 2024 relatif à la mise en œuvre des sanctions financières ciblées en matière de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. S'en est alors suivi des mesures individuelles au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le Conseil a adopté 9 décrets portant nomination de 6 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire près le Commonwealth des Bahamas, la République de Serbie et 6 pays africains. Puis vint ensuite des communications au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Le Conseil a adopté une communication relative à la situation des entreprises publiques au 30 juin 2024. Au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en liaison avec le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement et le ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté une communication relative au plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité de deuxième génération. Au sujet des divers, nous n'avons pas eu de point de divers. C'est alors que la presse nationale et internationale a reçu les réponses inattendues pour certains du porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, avec une clarté et de l'humour dont seul il a le secret. Vous avez indiqué tout à l'heure que le DG de la TCI a été démis de ses fonctions. Est-ce qu'on peut connaître les motifs? De la même façon qu'on ne donne pas de raison en général quand on nomme quelqu'un, je pense que le Conseil est souverain aussi pour démettre au cadre de ses fonctions. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 5 décembre 2024 à Abidjan, au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Un conseil des ministres comme ça, bimensuel pratiquement, pour suivre tous les dossiers, l'avancée de la nation ivoirienne. C'est l'heure de notre grand format. Dans ce grand format, nous avons décidé de nous pencher sur le volet touristique, le tourisme en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il exactement? Ses atouts, ses avantages. Quel changement y a-t-il en Côte d'Ivoire depuis 10 ans? Quand on voit la floraison des compagnies aériennes, à n'en plus finir, atterrir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, avec des millions de visiteurs, des passagers, selon les sources officielles, du côté de Aéria, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Et les statistiques même du ministère du Tourisme. La Côte d'Ivoire se comporte à merveille. La question a été posée aux Ivoiriens de savoir que pensent-ils du tourisme en Côte d'Ivoire. Reportage Ousmane Koulibaly, Edith Divonan, Marcel Bassolé. Avant, d'abord, même on ne parlait pas de la Côte d'Ivoire
comme étant un pays du tourisme. On parlait plus des conflits et tout. Mais depuis quelques années, on a vu que avec les infrastructures, les plages, les hôtels qui se découvrent, on voit qu'il y a plus d'étrangers qui viennent même en Côte d'Ivoire, qui viennent même s'installer même en Côte d'Ivoire. Et c'est un grand ouf pour nous. Ça nous permet au moins de nous valoriser un peu quand même. Les impressions concernant le tourisme en Côte d'Ivoire, c'est bien en fait. Parce que grâce aux infrastructures, la cascade de Mans et plusieurs sites valorisent notre tourisme. Le fait que des étrangers viennent en Côte d'Ivoire pour peut-être connaître notre pays, connaître nos cultures, nos valeurs, cela y va de la notoriété de notre pays. Et cela valorise notre pays, permet que notre pays soit connu à l'international. Et cela aussi peut favoriser les investissements des étrangers vers notre pays. L'une des meilleures choses ici en Côte d'Ivoire qui fait la force de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui accueille, n'est-ce pas, les étrangers, qui leur permet de vivre comme il se faut. Donc ils se sentent à l'aise ici. Donc le tourisme en Côte d'Ivoire, c'est la meilleure des choses. C'est la qualité. Donc Houphouët Boigny, le premier président ici en Côte d'Ivoire, a laissé aux Ivoiriens de permettre, n'est-ce pas, à l'Ivoirien d'accueillir tout le monde ici en Côte d'Ivoire pour que nous vivions ensemble. En tout cas, le tourisme ici en Côte d'Ivoire, c'est meilleur et puis c'est parfait. Bassam, il y a la plage là-bas. Et puis il y a aussi le San Pedro aussi, qui est aussi, là-bas il y a la plage. Il y a aussi à Yamoussoukro aussi, il y a plusieurs endroits qui sont vraiment intéressants où on peut aller là-bas pour se rendre à joie. En tout cas, le tourisme en Côte d'Ivoire, vraiment c'est impressionnant. Et lorsque je vois des étrangers venus de partout, de l'Occident, de l'Orient, venir découvrir nos valeurs, vraiment, je ne peux que dire que nous avons une culture meilleure et c'est waouh. Je suis vraiment ravi, vraiment content, satisfait, vu que le ministère fournit assez d'efforts. C'est vraiment intéressant aujourd'hui de voir des étrangers venir en Côte d'Ivoire pour découvrir certains sites touristiques. Vraiment, cela y va de la grandeur et de l'importance de notre pays. Je tiens vraiment à dire merci à Monsieur le Président. Merci aussi au ministre du Tourisme qui vraiment fournissent assez d'efforts pour que le tourisme se porte bien en Côte d'Ivoire. Nous avons comme ça les cascades de Mans, nos parcs nationaux, le parc de la Comoué, les parcs, on a aussi les fleuves. Il y a beaucoup de sites touristiques vraiment à découvrir en Côte d'Ivoire. Je tiens vraiment à inviter nos frères de l'extérieur à venir vraiment découvrir la Côte d'Ivoire parce qu'il y a vraiment beaucoup de sites touristiques à découvrir ici. La Côte d'Ivoire se vend de plus en plus à l'étranger. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Plus il y a des étrangers qui viennent, plus on apprend à sympathiser, à connaître un peu de leur culture aussi. Et puis eux aussi, ils apprennent à nous connaître. Et on voit aussi sur les réseaux sociaux, il y a plein d'étrangers qui sont de plus en plus à l'aise en Côte d'Ivoire, tu vois. Donc moi, j'applaudis l'initiative de l'État et tout. Si on peut encore beaucoup plus encourager les étrangers à venir en Côte d'Ivoire afin qu'ils puissent découvrir notre magnifique pays, ça a salué, quoi. Déjà savoir que la Côte d'Ivoire est un beau pays. Donc quand on voit les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire, ça prouve qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Et la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de sites touristiques. J'ai eu la grâce, je dirais, de visiter un site à Maféré. Voilà, et il y a beaucoup d'autres sites où on peut aller s'égayer, pouvoir découvrir le pays. Et nous encourageons vraiment le ministère du Tourisme en ce sens à promouvoir davantage nos sites pour faciliter l'accès au pays vraiment à tout le monde. Ça me fait plaisir de constater qu'en Côte d'Ivoire, on a des étrangers qui passent visiter nos sites touristiques. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et c'est important parce que ça contribue au développement du pays. Ça nous fait vendre notre cher pays à l'extérieur. Et cela, franchement, me fait grand plaisir. Je connais déjà la cascade de Mans, les belles plages de Grand Brébi, les plages d'Assini, Bassam, aussi le parc du Banco, ceux de Bouna. Et je voulais même que quelqu'un parte découvrir encore les cascades de Grand Brébi dans un des parcs
de grands bébés que vous allez découvrir incessamment. Je trouve que c'est une merveilleuse chose, en ce sens que c'est un atout pour le pays. Ça permet de faire entrer la finance et ça permet aussi à certaines personnes de découvrir notre magnifique pays. Moi, en tout cas, ça me va très bien parce que quand je vois les Blancs venir visiter la Côte d'Ivoire, vraiment, ça me rend fier, ça me rend très fier de la Côte d'Ivoire dont je suis d'origine. En allant à Man, les cascades de Man, les dents de Man, tout ça là, Grand Biribi et tous ces trucs-là, les belles plages, vraiment, c'est impressionnant. Voilà, San Pedro et autres, là, il y a tellement de coins qu'on ne peut même pas finir de citer. Voilà, on invite tout le monde entier à venir découvrir. Il y a trop de coins, donc venez voir, vous n'allez pas être déçus. Je dis que le tourisme se porte très bien parce qu'au regard des infrastructures et de tous les attraits touristiques naturels comme artificiels, vraiment ça attire du monde. Avant, la Côte d'Ivoire privilégiait le tourisme balnéaire. C'était la force touristique de la Côte d'Ivoire, mais de nos jours, avec les nouvelles infrastructures comme le pont Ado, et en tout cas la voie du métro qui n'est pas encore réalisée, et les différents stades, les immeubles, les grands hôtels qui poussent de partout, ça contribue au développement du tourisme. Je suis déjà fière. Et puis en plus là, il y a la pyramide que les étrangers doivent voir. En plus, moi je leur recommande d'aller à l'intérieur, comme ça, visiter Sassandra, San Pedro, comme on dirait, les montagnes de Man, tout ceci. Et puis en plus, il y a la cascade de Man aussi. Donc, c'est là-bas même qu'il doit aller visiter. C'est là-bas même qui est plus chic et puis qui est plus intéressant. Quand je vois les étrangers venir chez moi, dans mon très beau pays d'ailleurs, j'en suis très satisfait, très heureux. La Côte d'Ivoire est un pays qui regorge de sites touristiques. Je vous invite à venir découvrir. Nous avons, dans toutes les régions, vous avez des sites touristiques à couper le souffle. Je trouve que le domaine du tourisme en Côte d'Ivoire, en tout cas dans ces derniers temps, s'est beaucoup amélioré, à telle enseigne que dans ces derniers temps, la Côte d'Ivoire reçoit vraiment beaucoup de visiteurs, beaucoup de touristes, et c'est pas pour ne rien. Je pense que si la Côte d'Ivoire reçoit ce nombre de tourisme-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à voir en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de coins à visiter, tels que, par exemple, à Assini, les cascades, par exemple, à Monogaga. Il y a aussi les infrastructures publiques, telles que le pont. Il y a aussi, même ici au plateau, donc moi, en tout cas, mon ressenti concernant ça, c'est que la Côte d'Ivoire s'est beaucoup améliorée ces temps-ci au niveau tourisme. Tout en vous remerciant d'avoir suivi ce programme qui tire à sa fin, n'oubliez pas de suivre toutes les rediffusions de ce programme en cliquant sur cnntv.ci, et aussi si vous voulez voir de l'information en permanence sur l'Afrique, savoir comment l'Afrique se comporte et surtout de l'information vraie. Vous allez sur www.siwebinfo.net et vous cliquez sur la rubrique Replay. Et là, vous avez face à vous l'information en continu 24 heures sur 24 sur 7. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour ce programme. Quant à moi, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Je suis Constieka. Au revoir.